Mesdames, Messieurs les membres du syndicat du BTP, le syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP du Sénégal, chers collègues entrepreneurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur tout particulier de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre série des mardis du BTP. Un espace d'échange que nous avons voulu régulier, ouvert et constructif. Monsieur le directeur général, votre présence parmi nous témoigne de l'importance que l'ARCOP accorde au dialogue avec les acteurs du secteur privé et plus particulièrement avec les entreprises nationales du BTP. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres du syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP du Sénégal, SPE-BTPS, de vous adresser nos sincères remerciements pour avoir accepté notre invitation. La rencontre de ce jour revêt un intérêt tout particulier. Elle intervient dans un contexte où la commande publique demeure un levier majeur de stimulation de l'activité économique, mais également un espace où se jouent des enjeux essentiels pour la compétitivité, pour la transparence et la montée en puissance du secteur privé national. Le terme retenu, la part du secteur privé national dans la commande publique, traduit une préoccupation forte et légitime de nos entreprises, celle de voir renforcer la préférence nationale, de consolider l'accès équitable au marché et de mieux intégrer les capacités réelles des entreprises sénégalaises dans l'exécution des projets publics. Je voudrais également saluer l'organisation en amont de nos échanges de la session de formation qui a été consacrée à l'utilisation de la plateforme Appel. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants de nous avoir choisi comme premier terrain d'expérimentation, premier champ d'expérimentation de la formation à l'utilisation de cette plateforme. C'est un outil de dématérialisation qui a été développé par vos services et cette initiative que nous apprécions vivement, Monsieur le Directeur Général, contribue à renforcer les compétences de nos membres et à consolider la culture de la transparence et de la performance dans les procédures de passation des marchés publics. En cela, notre administration se montre en pointe du travail de digitalisation et nous l'en félicitons. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, nous nourrissons aujourd'hui l'espoir que ce cadre d'échange permettra d'approfondir notre compréhension commune des défis, mais aussi d'identifier ensemble des pistes d'amélioration réalistes et porteuses d'avenir. L'ambition de notre syndicat demeure constante, faire du secteur BTP sénégalais un pilier solide, compétitif et durable de l'économie nationale. Nous avons placé le secteur privé au cœur de la problématique de la commande publique. J'ai pu même théoriser la question de l'endogénéisation de la commande publique. Quand je parle de l'endogénéisation de la commande publique, c'est particulièrement les stratégies qu'il faut mettre en place pour placer le secteur privé dans une posture lui permettant de participer de la façon la plus décisive possible à la réalisation des commandes de l'État. Mais je voudrais d'abord donc remercier Omar pour cette belle opportunité que vous nous offrez, opportunité qui nous permet de communier avec les représentants du secteur privé, parce que pour nous, nous avons les mêmes problématiques. Nous sommes certainement à des bords différents, du côté public ou du côté privé, mais la problématique que nous avons, tout ce que nous partageons, c'est le développement du Sénégal. L'administration est une administration de développement, vous l'avez dit dans votre discours. Et le développement ne saurait être envisagé, organisé en dehors du secteur privé. Le secteur privé est créateur de richesses, le secteur est bâtisseur. Le secteur privé est créateur d'emplois. Le secteur privé est en un mot le moteur de la croissance. Et une croissance introvertie, parce que quand c'est le secteur privé national qui capte les commandes, c'est des richesses qui sont créées au niveau national et tout reste dans le pays. La commande publique, elle ne se fera pas sans le secteur privé. Une commande publique qui se fait partout, sans le secteur privé, n'a aucun sens. Elle ne pourra pas garantir le développement du Sénégal. Et quand je le dis, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est une conviction très forte en moi. Moi, quand je suis arrivé à la tête de l'ARCOP, le secteur privé n'était pas reflété dans l'organigramme. Moi, j'ai créé une direction chargée de la réglementation et du secteur privé pour marquer l'intérêt que j'ai pour le secteur privé. Et tout est parti d'un constat très simple. Quand on compulse le code applicable au marché public, tout comme le décret sur les PPP, vous verrez qu'il y a énormément de dispositions qui sont aménagées pour faciliter l'accès du service public, du secteur privé à la commande publique. Beaucoup de mécanismes. Mais pour la plupart, ils ne sont pas opérationnels. Certains ne sont même pas connus. Même pas connus.
le week-end passé, un de mes collègues magistrats a sorti un ouvrage pour parler d'un mécanisme de mobilisation des ressources. Il a appelé son ouvrage Teki. C'est-à-dire comment, en partant de ce que nous connaissons tous, les nattes, les tontines, comment mobiliser les ressources à partir des Sénégalais pour créer les conditions du financement des projets dont chacun d'entre nous peut être porteur. C'est ça le principe directeur de son ouvrage. Je l'ai appelé pour dire, mais est-ce que vous savez que déjà en 2021, dans le cadre des mécanismes qu'il fallait mettre en place pour créer les conditions favorables à la réalisation des projets PPP, on avait créé un mécanisme qu'on appelle le fonds de placement à risque. Le fonds de placement à risque. Tous les représentants du secteur privé en sont informés. C'est un instrument qui a été créé pour mobiliser l'épargne des Sénégalais dans la perspective du financement des projets de partenariat public-privé. Ce mécanisme a été créé, il existe, il a été même agréé par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est pour permettre aux Sénégalais de pouvoir épargner à travers ce mécanisme-là. Et chaque fois qu'il est question de réaliser un projet PPP porteur, dont la rentabilité est établie, de mobiliser ces ressources pour participer au financement de ces projets. Le fonds de placement à risque qui existe au Sénégal. Les gens n'en sont pas informés. Aujourd'hui, le mécanisme n'est pas opérationnel parce qu'il n'est même pas connu. C'est juste un exemple. Je commence d'abord par les marchés publics. Dans le code, il y a beaucoup de mécanismes incitatifs qui existent. Et je commencerai par le plus spectaculaire. Pendant longtemps, dans l'histoire de la commande publique au Sénégal, il était formellement interdit aux administrations, quand il est question de réaliser un marché, de procéder par un allotissement, c'est-à-dire de diviser le marché, etc. C'était interdit. L'allotissement n'était possible que si c'est véritablement justifié. Jusqu'en 2022, c'était ça. En 2022, on a inversé la règle. Pour dire maintenant aux administrations, allez à l'allotissement. Chaque fois qu'il est possible de diviser le marché en plusieurs lots, faites-le. Pourquoi? Parce que plus le lot est petit, plus vous donnez la possibilité aux petites et moyennes entreprises de pouvoir participer à la commande publique. Donc si vous devez faire Dakar-Saint-Louis, au lieu de faire en un seul marché la réalisation de l'autre Dakar-Saint-Louis, faites par portion. Dites on va faire la portion Dakar-Tivaouane-Peulh, Tivaouane-Peulh-Kayar, ou bien vous dites on va faire le trottoir, c'est un lot. Je ne suis pas technicien et génie civil, je ne sais pas les différentes parties d'une route. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit aux administrations diviser autant que possible le marché pour permettre aux petites et moyennes prises d'avoir la possibilité d'y accéder. Parce que si vous faites l'autoroute Dakar-Saint-Louis, il est clair que les petites et moyennes entreprises n'auront aucune chance. Mais si vous divisez l'autoroute en petits morceaux, les petites et moyennes entreprises ont la capacité pour participer à la possibilité en concurrence et espérer participer à la réalisation. Aujourd'hui, c'est ça la règle. Maintenant, quelle est la posture que les petites et moyennes entreprises doivent avoir par rapport à ça? Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il est question de réaliser un marché, et vous constatez qu'il était possible pour l'administration de procéder à un allotissement, si elle ne le fait pas, c'est là où vous devez venir nous voir. Mais les gens ne viennent pas. Chaque fois qu'il est possible d'allotir, l'administration doit. Mais si elle ne le fait pas, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous, on ne pourra pas intervenir tant qu'il n'y a pas une contestation. C'est là où vous devez être vigilant pour regarder les commandes de l'État. Et chaque fois que l'administration n'a pas su aller vers l'allotissement, vous puissiez maintenant taper sur la table et peut-être saisir qui de droit pour dire que dans ce marché-là, il était techniquement possible de procéder par allotissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir participer à la réalisation. Ça, c'est extrêmement important et ça, il faut en être informé et ça, c'est depuis 2022. Il y a également ce qu'on appelle les préférences qui sont fondées, parce qu'il y a plusieurs régimes de préférences. Il y a les préférences qui sont fondées sur l'origine locale du produit. C'est ce que les Marocains appellent le taux d'intégration. C'est-à-dire quand il y a un marché, lorsque dans votre offre technique, vous avez prévu d'intégrer dans une proportion assez représentative des produits qui sont d'origine légale, vous avez droit à des préférences. Ça aussi pour moi c'est extrêmement important parce que ça signifie quoi? Ça signifie que même si les questions de marché dont l'envergure ne vous laisse aucune chance,
Vous avez la possibilité de regarder comment coopérer avec l'entreprise qui a peut-être l'envergure requise pour lui proposer de mettre en contribution des produits qui sont vos produits. Par exemple, vous êtes dans, je sais pas, vous produisez par exemple n'importe quoi, hein, je peux faire de la question, ça peut être des contacts, hein, vous produisez du fer au niveau local, etc. L'entreprise qui a gagné, qui participe au marché, vous cherchez à rentrer en contact avec cette entreprise pour mettre en avant la possibilité que vous avez de garantir la mise à disposition des produits qui sont nécessaires à la réalisation du marché, parce que l'entreprise qui a l'envergure la plus importante qui lui permet de participer, elle a intérêt de coopérer avec vous, parce qu'en coopérant avec vous, elle bénéficie de régime de préférence. Mais ça, dans le cadre de la recherche de partenaires, c'est là où c'est important. Parce que pour moi, il y a également le positionnement stratégique de votre entreprise. Comment essayer de mettre en place des canaux de partenariat avec de grandes entreprises pour leur faire savoir qu'il y a des dispositions qui existent au Sénégal et qui vous permettent de bénéficier de préférences en acceptant de s'allier avec moi. Parce que moi j'ai la possibilité, parce que vous êtes dans le bâtiment, je suis producteur de ça et ça, et vous en avez besoin dans le cadre de la réalisation de marchés de travaux. Donc en nouant un partenariat avec moi, vous avez la possibilité de vous prévaloir la préférence fondée sur l'origine locale du produit. Ça, il faut le savoir, ça aussi c'est extrêmement important. Il y a également les préférences qui sont fondées sur l'acceptation par l'entreprise qui est partie pour gagner le marché, l'acceptation de vous sous-traiter une partie du marché. Ça aussi c'est important, parce que ça, pour moi, c'est des éléments que vous pouvez avancer dans le cadre de la recherche partenariale. Vous dites à l'entreprise avec qui vous pouvez collaborer, le fait de collaborer avec moi, ça vous donne la possibilité, lorsque dans un marché, vous acceptez de me sous-traiter une partie, dépendamment de la partie que vous acceptez de sous-traiter, la marge de préférence évolue. 5, 10, 15, etc. en fonction de l'importance de la sous-traitance. Ça aussi, dans le cadre d'une recherche de partenariat, pour moi, c'est important, c'est des éléments qu'il faut connaître. Et l'article 52 est beaucoup plus radical maintenant. L'article 52 consacre ce qu'on appelle l'exclusivité. C'est-à-dire quand un marché est financé par le budget local, le budget de l'État, les marchés qui sont passés par appel d'offres, par entente directe, sont réservés aux entreprises nationales. Ça aussi, il faut être vigilant. Quand un marché est financé par le budget de l'État, dans le cadre d'un appel d'offres, ces marchés-là sont réservés aux entreprises nationales. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des conditions, parce qu'il y a des hypothèses où le marché ne peut pas être exécuté par une entreprise locale. Là, l'administration, si ce constat est établi, elle a la possibilité de s'en prévoir pour demander à la DCMP l'autorisation d'ouvrir sur l'international. Donc s'il y a une faible concurrence, si la complexité laisse voir que les entreprises locales ne sont pas en mesure de réaliser, là également l'administration a la possibilité de demander l'autorisation à la DCMP pour ouvrir le marché sur l'international. Mais ça, c'est également, ça existe. 52, c'est ça qu'on appelle préférence nationale. On appelle ça préférence nationale. Mais en réalité, ce n'est pas une préférence, c'est une exclusivité. Parce qu'on a dit que ces marchés-là sont réservés aux entreprises locales. Sauf les conditions là que je viens d'évoquer tout à l'heure, lorsque ces conditions-là sont remplies, on peut ouvrir sur l'international. Donc ça, c'est des mécanismes qui existent et qui sont aménagés pour favoriser une meilleure participation du secteur privé national dans la réalisation des commandes de l'État. Donc j'ai parlé de la préférence, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'article 6, les marchés réservés. C'est-à-dire quand, et ça c'est la loi qui le prévoit, chaque administration en début d'année doit faire ce qu'on appelle un PPM. Le PPM, c'est un document de planification chaque année avant le 15 décembre. Chaque administration doit transmettre à la DCMP un document dans lequel l'administration inscrit ses projets de marché, le budget estimatif de chaque marché, la procédure de passation qui est prévue et les différentes dates de lancement, dates d'attribution, etc. C'est ça qu'on appelle le PPM. Et la loi exige que chaque fois que l'administration est en situation de construire son PPM, les 5% des commandes prévues pour l'année sont réservées aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.
c'est l'article 6. Ça aussi, il y a un devoir de vigilance. Vous, en tant que représentant du secteur privé, vous, en tant que petite et moyenne entreprise, vous devez veiller à ce que... Parce que les PPM sont publics. Hein. Les PPM sont transmis à la DCMP et la DCMP les rend publics, sont publiés sur le site des marchés publics. Donc vous avez la possibilité de rentrer sur le site, de regarder les PPM de toutes les administrations. Maintenant, c'est là où notre plateforme vient apporter un peu une nouvelle, en tout cas une touche assez particulière. Vous avez une plateforme qui permet de reprendre ces PPM-là et de les publier. Je pense que c'est là l'intérêt pour chacun d'entre vous de s'inscrire sur la plateforme. Parce qu'en vous inscrivant, vous avez la possibilité d'avoir l'information par rapport à toutes les opportunités de marché concernant l'administration. Et maintenant, sur ces opportunités de marché par rapport à chaque administration, les opportunités de marché qui sont inscrites dans le PPM, 5% sont réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et sur les 5%, les 2% reviennent de droit aux entreprises à direction féminine, Madame Aminata Sarr. Les 2% reviennent de droit. Donc vous avez la possibilité de regarder le PPM de chaque administration, de vérifier si les 5% sont réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et si les 2% ont été affectés aux entreprises à direction féminine. Ça, c'est un ensemble de mécanismes, donc une panoplie de mécanismes qui sont aujourd'hui dans le Code des marchés publics et dont la seule vocation est d'encourager la participation du secteur privé national dans la réalisation de l'accord. Maintenant, ces mécanismes, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons compris que ces mécanismes-là, le législateur a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, après, il reste le défi de l'opérationnalisation. Comment faire pour que les représentants du secteur privé en soient suffisamment informés? Et s'ils sont suffisamment informés, quelles sont les contraintes qui font qu'ils ne bénéficient pas de façon optimale de ces mécanismes-là? Et là, c'est là où nous avons créé des démembrement secteur privé dans notre organigramme et donc le rôle que j'ai confié aux responsables qui se trouvent ici à Samba, de regarder avec le secteur privé qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à capter ces parts qui leur reviennent de droit. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Quelles sont les contraintes juridiques, techniques et matérielles qui font qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prendre ces parts qui leur reviennent de droit? Et c'est dans ce cadre que nous avons engagé une série de réflexions avec les secteurs privés dans leurs différents compartiments. Nous avons engagé la réflexion pour identifier ensemble les contraintes et les adresser pour apporter le correctif qui permet de faire de ces réservations, en tout cas de ces mécanismes incitatifs-là, une location pour le secteur privé de pouvoir capter des parts de marché de la façon la plus sensible possible. Et ça, c'est des marchés publics. Je n'ai pas fait le tour. Maintenant, après, on bascule un peu sur les PPP. Et avant peut-être d'arriver sur les PPP, il y a la question de l'offre spontanée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la problématique majeure à laquelle le secteur privé aujourd'hui est confronté, c'est la question des arriérés de paiement. Vous captez des commandes, vous réalisez pour l'État, derrière l'État tarde à payer. Et si l'État tarde à payer, c'est le secteur privé qui est dans des situations particulièrement difficiles. C'est des pertes d'emploi. C'est l'économie qui est affectée, qui ne tourne plus. Et c'est une problématique générale à laquelle les gens aujourd'hui s'intéressent, les réflexions sont engagées. Mais dans tous les cas, dans cette recherche générale de solutions, qu'est-ce que le secteur privé doit faire? Pour moi, le secteur privé doit sortir de la tyrannie des marchés engagés par l'État. Il faut que le secteur privé reprenne l'initiative. Parce que le Code a prévu la possibilité pour le secteur privé de partir de l'analyse de la situation économique du pays et d'identifier un besoin réel de l'État et de proposer un projet qui permet de le prendre en charge. C'est ce qu'on appelle l'offre spontanée. Au lieu d'attendre qu'une procédure de mise en concurrence soit lancée et de prendre part à la procédure de mise en concurrence, vous avez la possibilité de prendre l'initiative de dire oui, vous avez besoin d'un hôpital à Tambacounda. Quand bien même vous ne l'avez pas intégré dans vos tablettes, ce n'est pas prévu, mais c'est un besoin qui est là parce que les populations à Tamboa se déplacent sur plusieurs kilomètres pour se soigner. Vous avez un besoin d'hôpital à tel endroit à Tamba. Je vous propose de procéder à sa réalisation. C'est ça qu'on appelle l'offre spontanée. Donc ça aussi, pour moi, c'est important. C'est vrai que dans le cas des marchés publics, il y a toujours l'État qui paye. C'est toujours l'État qui paye. Maintenant, sauf que la différence dans le cas des marchés publics, c'est quoi? C'est que généralement, dans le cas des offres spontanées version marché public, l'offre est toujours accompagnée d'un montage financier derrière. Parce que le privé va chercher un partenaire, parce que vous savez, dans le monde, il y a des investisseurs, les banques commerciales également cherchent des opportunités pour investir.
Il y a également des investisseurs qui sont là et qui cherchent des opportunités. Vous avez la possibilité d'aller voir un investisseur qui a la possibilité de mobiliser des ressources financières. Vous identifiez un projet qui fait sens pour l'État. Vous venez dire à l'État, je vous propose la réalisation d'un hôpital. Derrière, j'ai un partenaire qui a la capacité de mobiliser les ressources financières. Tout ce que je vous demande, l'État, c'est de signer juste une convention de financement avec le partenaire financier. Cette convention permet de mobiliser des ressources qui vous permettront de me payer à la réalisation des travaux. Après, maintenant, vous restez devoir payer une dette à ce partenaire financier sur une longue période. Tout le monde y trouve son compte. Au départ, à la contrainte budgétaire à laquelle l'État est confronté, vous proposez une solution de financement portée par un partenaire. Le partenaire qui a des ressources financières et qui ne sait pas où les investir, vous lui proposez une opportunité. Parce que l'État a pu considérer que le besoin qui est identifié cadre bien avec ses préoccupations. Donc finalement, tout le monde, on est dans une relation triangulaire où tout le monde trouve son intérêt. Ça aussi, c'est des schémas qui existent. Et ça permet à l'opérateur de s'affranchir de la logique des commandes de l'État, où tu attends que l'État fasse une commande pour participer. Ici, c'est toi-même qui fais preuve d'ingéniosité et de perspicacité en partant d'une lecture objective de la situation d'État qui te permet d'identifier un projet qui fait sens, un projet sur lequel tu attires un investisseur qui accepte de financer. Tout de suite, avant de venir, c'est un Sénégalais, ingénieur de génie civil, qui est venu me voir tout de suite pour me proposer, pour dire que le ministre des Affaires des Forces armées lui a demandé de venir pour qu'il soit édifié sur la procédure, mais il avait eu presque une cinquantaine de projets à réaliser dans les zones frontalières pour un montant global de 71 milliards. C'est le partenaire lui-même qui est allé chercher son partenaire, l'opérateur lui-même, ingénieur de génie civil en plus, ingénieur en génie civil, qui est allé démarcher son partenaire, qui accepte de mettre 71 milliards pour un projet qui suscite de l'intérêt pour l'État. Ça aussi, vous devez pouvoir le faire. Pour moi, le secteur privé ne doit pas rester dans une position attentiste qui consiste à traquer les journaux chaque matin, histoire d'être au courant d'une commande qui est en cours de préparation par l'État. Pour moi, vous devez anticiper sur les besoins de l'État. Et pour moi, ça ne devrait pas être compliqué. Le seul défi par rapport à ça, c'est comment trouver un projet qui fait sens. Et moi, partout, je vois des projets qui sont intéressants. Des fois, je me dis, est-ce que le secteur privé ouvre les yeux? Il y a partout des projets intéressants, partout. Et chaque fois que vous avez un projet intéressant, le reste maintenant, c'est d'aller chercher quelqu'un qui accepte de financer. Si vous trouvez quelqu'un qui accepte de financer, l'État saute sur l'occasion, parce que l'État a des contraintes budgétaires. Son budget ne dégage pas des disponibilités qui sont mobilisables aujourd'hui pour la réalisation de la situation actuelle du pays. Et ça, pour moi, ce n'est pas un secret de Prochinelle, c'est le président lui-même, c'est le président de la République lui-même qui dit que l'État est un État contraint. On n'a pas suffisamment de disponibilité budgétaire. Donc c'est à partir de ce moment où chacun d'entre vous, en tant que secteur privé, vous devez faire preuve d'ingéniosité en identifiant des projets qui font sens et faire preuve d'ingéniosité pour chercher un partenaire capable de nous accompagner. Là, l'État, sa préoccupation, c'est comment bénéficier de l'expertise du secteur privé, parce que le PPP, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas qu'un instrument qui permet de mobiliser des ressources financières additionnelles. Le PPP permet également de mettre à contribution l'expertise du privé. C'est pourquoi dans le cadre des PPP, à la différence des marchés publics, en marché public, chaque fois qu'il est question d'une commande, l'État part de ce qu'on appelle des spécifications techniques détaillées. Si l'administration veut faire un bâtiment pour abriter ses fonctionnaires, c'est l'administration, c'est l'État qui dit je veux un bâtiment sur 3 niveaux, tant d'espace de bureau. C'est l'État qui donne la description au détail près. Comprenez par spécification technique détaillée, c'est la description détaillée de ce qu'on va réaliser. Alors que dans le cadre des PPP, généralement, ce n'est pas comme ça. Dans le cadre des PPP, l'État parle de ce qu'on appelle des spécifications fonctionnelles. C'est-à-dire l'État fixe des niveaux de performance.
Si c'est le même bâtiment qu'il faut réaliser en PPP, l'État ne vous dira pas je veux un bâtiment en 3 niveaux, etc. L'État vous dira simplement moi je veux un bâtiment fonctionnel, capable d'abriter 100 fonctionnaires, avec toutes les commodités, permettant d'avoir une luminosité adéquate, donc on fixe des niveaux de performance. Et c'est là où on libère l'énergie du privé, qui va faire preuve de créativité pour développer et proposer quelque chose qui puisse répondre aux objectifs de performance fixés par l'État. Maintenant, dans le cadre des partenariats publics-privés aussi, il y a ce qu'on appelle le pendant de l'offre spontanée que je viens d'expliquer tout à l'heure, existe dans le cadre des PPP. Mais dans le cadre des PPP, c'est la dénomination qui change. En PPP, on parle d'offres d'initiative privée, de réalisation, et offres d'initiative privée de préparation. Ici, c'est le privé qui a pris l'initiative. Mais dans la première version, c'est-à-dire quand on parle d'offres d'initiative privée de réalisation, le privé vient concevoir une solution et maintenant se proposer à procéder à sa réalisation. Offre d'initiative privée de réalisation. Mais il y a des hypothèses où le privé ne cherche pas à réaliser. Il veut juste développer un projet pour l'État, ce qu'on appelle l'offre d'initiative privée de développement. Pour parler d'un cas que vous connaissez tous, parce que vous l'avez certainement suivi dans l'actualité, c'est quand il a été question de faire ce qu'on appelle l'usine de dessalement, Aquapower, qui a à un certain moment défrayé un peu la chronique. Ce projet-là, au départ, c'était une offre d'initiative privée de développement, c'était juste ça au départ. Offre d'initiative privée de développement. C'est après maintenant qu'on a pu se projeter sur la réalisation. Mais au départ, le partenaire saoudien avait juste proposé à l'État de développer le projet. Donc ça, c'est des schémas qui existent. Donc ça aussi, si vous êtes dans le privé, vous êtes capable de développer des solutions pour l'État. Il y a des opportunités qui existent dans le cadre des PPP. Maintenant, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les préférences dans le cadre des marchés publics, c'est à peu près la même chose dans le cadre des PPP. Là également, on a prévu un certain nombre de régimes de préférences. Si vous acceptez dans le cadre d'un PPP de sous-traiter une partie du projet, dépendamment de l'envergure de la sous-traitance, il y a des marges de préférence qui vous sont accordées. Dans les PPP également, il y a ce qu'on appelle la réservation de projet. La loi a prévu l'obligation, c'est pas une obligation malheureusement, la loi a prévu la faculté pour l'administration de réserver au secteur privé tous les projets qui sont inférieurs à 5 milliards. Malheureusement, c'est encore une faculté. Et pour moi, heureusement que c'est une faculté, parce qu'on a un secteur privé qui est relativement timide. Si c'était une obligation, ça allait être compliqué. On a réservé des projets inférieurs à 5 milliards au secteur privé national. Et aujourd'hui, même ces projets inférieurs à 5 milliards, on ne voit pas le secteur privé. Bon, c'est juste pour attirer l'attention sur ces opportunités qui existent. Maintenant, après, vous me direz qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont là, et je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, ces contraintes-là, il faut qu'on les regarde ensemble et qu'on essaie de trouver des solutions qui permettent de les surmonter. Et le mécanisme le plus spectaculaire dans le cadre des PPP, c'est ce qu'on appelle la réservation de capital. Le texte a dit, et ça a été pour moi presque une révolution, aujourd'hui il n'est plus possible de réaliser un projet PPP au Sénégal si vous êtes étranger sans associer le secteur privé. C'est la loi qui le dit. La loi dit tout opérateur étranger qui est attributaire d'un projet PPP au Sénégal, il a l'obligation de réserver dans le capital de la société de projet qui doit être mis en place pour la réalisation du projet. Il doit réserver dans le capital de cette société de projet au moins les 33% aux opérateurs du secteur privé national. C'est le texte. C'est-à-dire que si vous êtes étranger, vous venez, vous ne pouvez pas tout seul réaliser le projet sans associer les Sénégal. Et là, c'est une obligation, ce n'est pas une faculté. Ça pour moi aussi, ça a été extrêmement important. Mais malheureusement, moi, depuis que je suis dans les PPP, je n'ai pas eu encore l'occasion de voir un PPP où le secteur privé a accepté de rentrer dans le capital de la société de projet. Mais ce que les gens oublient, c'est que la participation du secteur privé dans le capital de la société de projet, elle n'est pas forcément numéraire et financière. Si vous avez fait le cours du droit des sociétés commerciales, le capital, l'apport peut être en numéraire, donc vous mettez de l'argent, mais l'apport peut être en industrie. Vous pouvez dire au promoteur du projet, moi je n'ai pas de ressources financières pour contribuer, mais j'ai l'expertise, je peux faire les plans, je peux faire je peux faire le terrassement, l'architecture, et ça peut être évalué et traduit en termes de part dans le capital. Donc ça, c'est l'apport en industrie. Il y a l'apport en nature. Vous avez la possibilité de dire, on doit faire une route. Moi, j'ai déjà un Caterpillar.
Vous n'avez pas besoin d'acheter un Caterpillar, vous n'avez pas besoin d'acheter, etc. J'ai déjà un personnel qu'on peut mobiliser, vous n'avez pas besoin de recruter. Et après, on évalue. On évalue et c'est représenté dans le capital de la société proche. Donc, n'allez pas croire que quand on parle de participation dans le capital de la société projet, la participation doit être exclusivement financière. La participation, elle peut se faire en numéraire, elle peut se faire en nature. Et ça, c'est des formes de participation qui existent et qui vous permettent de prendre part à la réalisation des projets. Voilà quelques mécanismes que je pourrais partager avec vous.